Salut à tous, moi Dim les Simpra, on espère que les fêtes se sont bien passées et que vous allez bien profiter de vos vacances. Si vous êtes en vacances, en tout cas, vous allez peut-être venir à Jérusalem. On s'est dit que ce serait intéressant de mettre en lumière une association Ateret Kohanim qui existe depuis 40 ans et qui essaie de faire refleurir la vie juive dans des quartiers musulmans, voilà, dans des quartiers où la présence musulmane est majoritaire. Alors c'est une association parfois controversée, parfois encensée. En tout cas, elle existe depuis 40 ans. Est-ce qu'on sait moins? C'est qu'elle a été créée par un jeune homme de 23 ans qui, au lendemain de la guerre de Kippour, trouvait que c'était pas juste que la présence juive, ou en tout cas que la vieille ville n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Voilà, donc une construction évidemment idéologique. Donc on a pour en parler, excusez-moi de cette introduction un petit peu longue, mais c'est vrai qu'il faut planter le décor. Donc notre ami Jonathan Haddad, qui est responsable du service francophone de Ateret Kohanim, a fait le déplacement pour nous expliquer en quoi consiste son travail, en quoi consiste bien évidemment cette association, mais aussi pour nous dire que si on a envie de découvrir pendant Sukkot, eh bien ces quartiers, voilà, où il n'est pas toujours facile d'y accéder tout seul, eh bien c'est le moment. Bonjour Jonathan Haddad. Bonjour Cathy. Voilà, comment ça va? Moadim les Simcha, les Koulam. Ben voilà, Moadim les Simcha. Alors on fait la fête autour des murailles de Jérusalem, parce que c'est pas le Rova Yehudi, c'est, on va dire, en arabe ça se dit Siloan, en hébreu Shiloar, ou alors il y a encore un autre nom. Voilà, Kfar HaTemanim. Kfar HaTemanim, voilà. C'est exactement. Donc le deuxième jour de Chol HaMoed, avec Ateret Kohanim. Il faut vous approcher du micro parce que sinon on va pas. Avec Ateret Kohanim, le deuxième jour de Chol HaMoed, on organise Simchat Bet HaShoeva dans Kfar HaTemanim. Et donc là-bas il y aura bien sûr des chants, des danses, tout ce qu'il faut pour passer un très bon moment et un peu découvrir ce quartier qui est historique pour nous et qui existe depuis 140 ans. Ouais, alors c'est ça, Kfar HaTemanim, ça porte ce nom-là, où je suis obligée de rappeler le nom en arabe, c'est Siloan, sinon c'est Shiloar, c'est juste, c'est derrière, on va dire, les murailles, en face de Ir David. Voilà. Et en fait, ça s'appelle Kfar HaTemanim parce qu'une communauté des Témanim avait fait leur alia en 1882, je crois que ça... C'est ça, exactement. Plusieurs familles du Yémen sont arrivées à Jérusalem parce qu'on leur avait promis d'une part qu'ils auraient des terres dans la vieille ville et d'autre part que le Mashiach allait bientôt arriver. Et donc ils ont tout vendu, ils ont pris toutes leurs affaires, ils ont pris leurs enfants et leurs femmes et ils sont arrivés et finalement ils se sont retrouvés... Il n'y avait pas encore Mashiach. Il n'y avait pas de maison non plus. Il n'y avait pas de terrain surtout, et donc pas de maison. Et donc ils se sont dit, on ne va pas trop s'éloigner de la vieille ville non plus, on va aller juste en face. Quand on regarde de la vieille ville, quand on est en face du Kotel, il y a Har HaZeitim, juste à droite, Kfar HaTemanim. Alors, je ne sais pas si on va avoir des images, peut-être, je ne sais pas. Donc, non, c'est pas tout. Voilà, c'est ça. Là, c'est mieux. On peut expliquer un petit peu là où ça se trouve ou c'est un peu compliqué? Ouais, c'est très simple. Donc, en gros, on voit en haut à gauche, on voit des tombes. Donc, ça, c'est Har HaZeitim. C'est la partie visible quand on regarde en direction du Kotel. D'accord. Bien sûr, c'est le parti visible. En fait, ça continue derrière. On voit qu'en fait que 30% de Har HaZeitim, 30 à 40%, et derrière. Donc, Har HaZeitim qu'on connaît aujourd'hui, le cimetière où on peut se rendre, c'est seulement 30% de ce qu'on voit de ce côté-là. D'accord. De ce côté-là. Maintenant, il y a d'autres photos que j'ai amenées. On peut voir de l'autre côté. La photo qui est par exemple derrière moi. Derrière vous, ouais. Là, on voit la deuxième partie. On voit que c'est beaucoup plus grand. Et voilà, ça c'est Har HaZeitim. Maintenant, juste à côté, à droite, donc on voit sur la photo, on voit plein de maisons. Ouais. Ça s'appelle Kfar HaTemanim. Quand les Témanim sont arrivés en 1882, ils ont commencé à construire leur communauté au plus haut de la communauté. Donc il n'y avait rien là-bas, parce que là on voit plein de maisons. Quand on voit la photo, on se dit bon, tout ça, ce sont des maisons habitées en majorité par des musulmans. Mais à l'époque, en 1882, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. D'ailleurs, il y a même des photos de cette époque-là où on voit qu'il n'y avait rien du tout. Les Témanim ont commencé à construire leur maison au meilleur
de la période, on va dire, où il y avait le plus grand nombre de personnes, il y avait environ 144 personnes qui habitaient là-bas. Petit à petit, les Arabes se sont greffés au village, jusqu'à la suite qu'on connaît, qui est... la suite, elle est historique aussi. 1914, il y avait 55% de Juifs dans la vieille ville. 48-67, il n'y a plus personne, forcément. Voilà, à force de pogrom en 1920, en 1929, les gens ont dû partir ou être obligés par les Anglais de devoir quitter leur maison. Et ils se sont retrouvés en dehors de la vieille ville. Et en dehors de ce Kfar Temanim. De Siloane, je suis obligée de préciser pour que tout le monde comprenne. Bon, aujourd'hui, 13% de Juifs habitent dans la vieille ville, mais on était en train de parler de Simcha Bet HaShoeva. Si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est peut-être l'occasion, puisque j'imagine qu'il y aura une certaine sécurité, il y aura des gardes, ce sera des Hasaot pour y arriver. Il y aura des Hasaot, il y aura surtout la possibilité de partir de Ir David à pied. D'accord. Pour pouvoir, c'est assez simple. Ir David, en fait, c'est une colline qui descend. On arrive à un endroit qui s'appelle le Gan HaMeler. Okay. Et juste en haut, la colline d'en face, la montagne d'en face, c'est Kfar Temanim. Donc, on peut accéder très facilement à pied. Après, s'il y a besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter. On peut vous donner votre numéro, pas de problème. Je crois que c'est 055 514 44. Voilà, exactement. Voilà. Alors, ça, on a commencé à l'envers, mais c'est pas grave. Simcha Bet HaShoeva, ce sera le mercredi après-midi, le 16. Mais par contre, le premier jour de Chol HaMoed, aujourd'hui, à partir de midi, il y a une grande fête. Un happening, comme on dit. Pour les enfants, des binaprim, c'est la grosse fiesta. Et en plus, il y aura un super concert cet après-midi vers 16h. Donc, si vous n'avez encore rien trouvé à faire, vous pouvez vous rendre dans cet endroit. Yoram Gaon. Voilà, Yoram Gaon. Ça s'appelle Kidmat Sion. Alors, vous allez nous expliquer également où ça se trouve. Et si on peut y arriver en Hasaot ou en transport, ou comment on fait pour arriver, pour aller assister au concert de Yoram Gaon. En fait, Kidmat Sion, c'est la photo qui est en fait derrière moi. Ce qu'on voit à l'image. Alors là, on y est ou on n'y est pas? Ouais, on y est. Voilà, c'est exactement ça. C'est cette photo-là qu'on voit depuis Kidmat Sion. C'est vraiment un endroit spécial. C'est la frontière de Jérusalem, en fait. Ça s'appelle en arabe Aboudis. Là-bas aurait dû avoir... Qui devait être l'endroit où le Parlement palestinien à l'époque d'Arafat... voilà, en l'an 2000, exactement. En l'an 2000 devait s'installer. D'ailleurs, il a été construit, mais il a été complètement abandonné. Ouais. C'est ça. Ehud Barak avait promis à Arafat de pouvoir construire son Parlement là-bas, à Aboudis, et ainsi... pouvoir récupérer un peu tous les quartiers que nous, on essaie de replanter la vie juive dans ces quartiers-là. Donc, Kidmat Sion, Kfar Temanim, Kidmat Sion en hébreu, en arabe, pardon, c'est Aboudis. Donc, je fais le parallèle à chaque fois. Ouais. Donc, en tout cas, si vous avez envie d'aller participer à ce grand happening et ce concert de Yoram Gaon. Sur le site de Facebook de Ateret Kohanim, en français, francophone, vous pouvez vous inscrire. Il y aura un lien pour l'inscrire. Il y a le lien, voilà, il y a le lien sous la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer. Bon, alors maintenant, on a planté le décor, c'est la fête, c'est sûr. On parle bien sûr de visiter ces quartiers, c'est l'occasion à Soukot, parce que en général, Shloshar Regalim, les gens montent non pas au temple, mais au Kotel, et à côté, on peut profiter pour visiter ces quartiers. Mais nous, on veut en savoir plus sur ce que vous faites. Quels sont les buts de l'association ? Alors simplement, Ateret Kohanim, comme on l'a dit, a été créé il y a plus de 40 ans pour pouvoir refleurir la vie juive et la présence juive dans ces quartiers-là où il n'y avait plus de vie juive depuis quelques années. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, ce qu'on fait, nous en fait... Pour arriver à votre but, hein, évidemment. Nous, en fait, on arrive à racheter des maisons de musulmans, la plupart, et même de chrétiens, pour ceux qui veulent vendre, on arrive à leur racheter la maison parce qu'ils désirent vendre leur maison. Ils désirent partir, soit quitter le quartier. Et ce sont des acquisitions tout à fait légales. C'est tout à fait légal. C'est avec la pleine volonté du vendeur. La personne qui veut vendre, la plupart, c'est des musulmans. Donc, soit il arrive à nous contacter, soit il passe par un intermédiaire pour nous contacter. Parce que le seul problème, c'est que s'il vend à un juif, il y a une fatwa, une loi islamique qui va au-delà du Coran, ça surplombe, on va dire, les lois du Coran, qui dit que s'il vend à un juif, il est excommunié.
D'accord, c'est peut-être le meilleur des cas. Excommunié, ça veut dire quoi? Ça peut aller jusqu'à la mort, il peut être tué, il peut le maximum, c'est sa famille peut que lui et sa famille peut mourir. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il décide de vous vendre, il faut organiser son sauvetage, ou il faut organiser la suite pour lui aussi? Il y a plusieurs solutions pour pouvoir le protéger. C'est-à-dire que c'est vous qui vous en occupez? Nous, on s'en occupe. On ne va pas le laisser tomber. C'est pas parce qu'il nous a vendu un appartement qu'il faut le laisser tomber. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit de laisser son appartement inoccupé pendant plusieurs temps, jusqu'au moment où il peut effectivement partir en toute sécurité, soit dans les conditions de vente, il a voulu partir dans un autre endroit. Donc, on a il quitte bien sûr lui et sa famille. Bien sûr, ces quartiers-là de la vieille ville ou attenants à la vieille ville. Ils peuvent partir à l'étranger, ils peuvent dans une autre ville d'Israël. On a eu plusieurs demandes pour partir aux États-Unis, par exemple. Et vous en occupez? Oui, pour partir en Europe. Tant qu'on peut le faire, tant que ça nous permet de pouvoir acheter la maison, tant que c'est dans les conditions et que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, tous ces gens on vous raconte que vous exercez des pressions sur les musulmans pour qu'ils vendent leur maison. Non, il n'y a pas de pression pour vendre la maison. C'est les gens qui se manifestent. L'arabe qui va vendre, il faut savoir qu'il va faire bien sûr une plus-value puisqu'il va le vendre à des juifs. Il sait que nous, on a un intérêt immense à pouvoir... Un intérêt idéologique, parce que c'est un achat idéologique, c'est un achat idéologique. Ouais. Et donc, on a un intérêt immense que nous, on puisse racheter sa maison. Et donc, il va bien sûr vendre au prix du marché 30% supérieur ou 20% supérieur. Vous rachetez 30% au-dessus du prix du marché. En fait, nous, on ne rachète pas. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'intermédiaire entre l'acheteur qui est le donateur et la famille arabe qui doit partir. Ce sont des investisseurs qui veulent que la vie juive refleurisse. Voilà, c'est un achat complètement idéologique. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcément gagner de l'argent par rapport à cet achat, bien qu'il y ait un retour par rapport à la location des familles qu'on place après là-bas, un retour minimal. Alors, vous allez un peu trop vite parce qu'il faut qu'on suive, c'est pas évident. Donc il y a des donateurs ou des espèces d'investisseurs, on va les appeler comme ça, idéologiques, qui achètent ces appartements que vous leur proposez, parce que certains musulmans qui veulent quitter la maison où ils habitent et qui veulent, ou alors qui veulent se faire de l'argent tout simplement, vous proposent de les acheter. Donc vous mettez les gens en contact et ensuite vous trouvez des locataires, parce que souvent les investisseurs ne vont pas habiter ces maisons. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que la première étape, on va dire la face dévoilée de l'iceberg, c'est bien sûr d'acheter la maison. C'est l'acte, on va dire, le plus important. Mais après, comme on a dit, le but, c'est de remettre des présents juifs dans ces quartiers-là. Donc, on va être sollicité par des familles qui par Messirut Nefesh, sont capables de pouvoir habiter dans ces quartiers où il y a la pression qui existe, où la sécurité est un peu compliquée. Oui, parce qu'ils sont entourés d'Arabes musulmans ou chrétiens, et qui forcément voir débarquer ces familles juives, ça leur fait pas évidemment plaisir. Exactement. Et donc le milieu est un peu hostile, on peut bien dire comme ça. C'est ça, exactement. Et donc on essaie de faire entrer un maximum de familles par rapport à la maison, c'est-à-dire qu'un appartement où il y avait une famille de 3 générations, par exemple, on va la découper, on va refaire complètement la maison. Donc ça, c'est la deuxième partie. On comprend qu'une fois que vous avez acheté légalement l'appartement ou la maison, vous faites les travaux, vous cherchez les locataires, vous placez les locataires, quitte à subdiviser les appartements, ça, c'est pas un problème. Alors, juste pour qu'on se rende compte un petit peu, là, on a parlé de ce quartier de Siloane, mais il y a d'autres quartiers, il y a la vieille ville notamment, où il y a je crois qu'il y a 85 familles juives qui habitent. Oui, exactement, depuis plus de 40 ans, avec au début Matidan et après ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont continué le travail. Voilà, il y a 85 familles qui y habitent. Il y a 4000 familles juives, enfin 4000 juifs plutôt, qui habitent dans le Rova Yehudi. Dans le Rova Yehudi, donc on ne parle pas de ces familles-là. Les 85 familles, c'est ceux qui habitent ou dans le Rova musulmi, donc la majorité, ou dans le Rova Anotri, donc dans le quartier musulman ou le quartier chrétien. Et donc ça fait environ 1000 personnes
qui habitent dans le quartier musulman. D'accord. Et 4 000 dans le Revaï Youdim. Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire, Donc on arrive à 5 000 dans la vieille ville. Ouais. Bon, alors, il y a d'autres quartiers où vous êtes présents pour acheter des maisons. On parle de Aboutor. Donc, Silouane, on en a longuement parlé. Mais il y a aussi le quartier Kidmat Sion, où là, il y a une dizaine de familles. Malé Zeytim. Alors, Malé Zeytim, c'est plus important. Ce sont de belles maisons, il faut dire ce qui est. Ouais. 110 familles y vivent, d'accord. Donc, alors, ce qui est sympa avec vous, c'est que au-delà du fait de vous occuper de la sécurité des gens qui vont habiter dans ces maisons que vous avez retapées au préalable, eh bien vous vous occupez de leur vie de tous les jours, de leur vie quotidienne. Vous subventionnez les maonim, les maon. Ouais. Donc les crèches, vous occupez aussi des rougim, donc des activités extrascolaires qui sont subventionnées par vous. Donc c'est pas mal. Et surtout, le loyer n'est vraiment pas cher puisqu'on est à $6 du mètre carré. Oui, le tout pour solliciter ces familles à rester, à avoir une vie confortable dans la vieille ville et qu'ils puissent être heureux et qu'ils aient le moins de soucis possible. Donc ça veut dire que pour des familles qui sont prêtes, c'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas, de vivre là-bas, mais pour celles qui sont prêtes et qui ont peut-être des difficultés financières, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, mais bien sûr, on fait passer plus ou moins, on va dire, un examen psychologique pour voir si ces familles-là peuvent vivre dans ces quartiers qui sont sous pression. D'accord. Bon, alors vous faites encore plein de choses. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout raconter, mais c'est assez intéressant. Je voudrais juste reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le Kfar Atemanim, donc à Silouane, où là, aujourd'hui, parce qu'on parle souvent des maisons ou des terrains occupés dans des yishouvim qui sont détruits parce que ça appartenait avant à des familles arabes, mais on ne parle pas souvent des maisons qui appartenaient à des juifs qui ont été détruites ou qui ont été abandonnées, dont les titres de propriété existent. Et là, on ne parle pas de la suite, des héritiers, etc. Alors, et je crois qu'il y a une décision de justice en plus. C'est ça. C'est-à-dire que la première maison qu'on a pu acquérir à Kfar Atemanim, si on arrive à la voir, c'est un bâtiment qui est au milieu du Kfar, où il y a 6 étages. Ouais, je ne sais pas trop si on va voir. On va peut-être revoir une photo. Non, c'est pas celle-ci. On va en voir une autre. Voilà, peut-être. Un grand bâtiment de 6 étages. Donc ça fait partie. Bon, en tout cas, ça, c'est la première acquisition qu'il y avait à Kfar Atemanim. Après, un peu plus à gauche, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a 1 an et demi, on a pu racheter 2/3 de la synagogue antique des Temanim qu'ils avaient construit donc il y a environ 140 ans. Ouais. Et donc, on a pu l'obtenir. Mais là, différemment de toutes les autres acquisitions, c'est grâce à une décision juridique. Donc, on n'a pas discuté de ça, qu'on a pu la rétablir. C'est les personnes qui habitaient, la famille arabe qui habitait là-bas, ne voulaient absolument pas vendre. Ça, c'est ce qu'on voit à l'image ou c'est pas tout à fait ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, alors on va essayer de voir si on peut trouver. On l'a pas vraiment en gros plan. On l'a pas en gros plan, donc ça va être compliqué. On l'a plutôt là en petit plan, mais c'est un peu compliqué à voir. Ouais. C'est un peu loin, désolé, j'ai pas amené les super bonnes photos. Donc une décision de justice. Voilà, une décision de justice qui a dit que la synagogue elle-même, donc cette synagogue-là, elle a été partagée quand les Arabes ont repris le terrain par la menace et la force. Ils ont récupéré cette synagogue. Ils en ont fait, par exemple, des écuries, des chambres, etc. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, en gros. On a pu récupérer donc 2/3 de cette partie-là. Donc, la décision, en fait, elle dit qu'en gros, on pourrait récupérer la synagogue puisque c'est un Ekdesh Yehudi, c'est-à-dire que c'est un héritage juif. Un héritage juif, mais pas que la synagogue, et ce qui pourrait en fait changer toute la face de la photo que l'on voit ici, qui est le Kfar Atemanim, qui est Kfar Atemanim Silouane ou Chilouar, plutôt, où en fait 40 maisons autour, donc un périmètre de 40 maisons, devrait appartenir au Ekdesh. Parce qu'il y a des titres de propriété. Parce qu'il y a des titres de propriété, et en plus c'est un titre de Ekdesh, c'est un titre à part, un trait de Moreshet Yehudi. Ouais, d'héritage juif. On se rend compte que ça soit accompli. On se rend compte, pour l'instant c'est pas le cas, alors on se rend compte que c'est compliqué, dense, riche, qu'il y a beaucoup de choses, que peut-être que les francophones ne connaissaient pas votre action. Aujourd'hui c'est fait. Merci de votre présence. Avec plaisir. Bon, alors ça, j'espère que les gens seront nombreux pour fêter avec vous ou Simcha Bet HaShoeva ou tout simplement la joie de Sukkot avec Yoram Gaon. Pour finir, bien sûr, si on a envie de découvrir avec un guide,
Voilà, c'est possible. Et en français, vous organisez bien sûr des visites des quartiers. Voilà, exactement. On organise des visites. Pour l'instant, c'est en hébreu. Par la suite, ça viendra en français. On fait bien sûr la visite de tout ce qui s'appelle Magen Yerushalayim. Tous les quartiers donc, on a parlé au fil de l'émission qui protègent Yerushalayim, donc Abou Tor, Kinmat Zion, Maale Zetim. On fait un premier trajet d'1h30 en autobus. Donc ça, parce qu'il y a du trajet quand même à faire. On voit en fait la Iratika de différents angles, d'angles que peu qu'on de gens n'a jamais vu, ont qu'on n'a pas tellement l'occasion. De toute façon, c'est à voir puisque c'est là. Donc, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait pas apprécié le siour ou qu'il n'avait pas vu quelque chose d'extraordinaire. Et après, on continue notre marche depuis Shar Aprahim, la porte des fleurs, dans la vieille ville. Et là, on voit plusieurs acquisitions qu'on a eues donc, dans la vieille ville, dont cette photo qui est derrière vous, qui est très très belle. En fait, c'est une photo qui est prise depuis Beit Hanof. Beit Hanof, c'est la maison de la vue, donc de la vue avec un grand V, parce qu'on voit Arabaït et toute la vieille ville qui est autour. Alors, on va la montrer à l'écran, et effectivement, elle est très très belle. Donc, j'espère qu'on va la trouver. Voilà. Elle est magnifique. Donc là, elle est prise d'où ? Une maison qui a été achetée il y a plusieurs dizaines d'années, qui s'appelle Beit Hanof. On a fait rentrer la dernière famille après que des donateurs ont voulu retaper une des pièces. Une des plusieurs pièces. On a pu faire rentrer il y a 5 semaines, une nouvelle famille, la 86e si je ne me trompe pas, dans Iratika. Et donc, c'est la vision qu'ils ont, on va dire, dans le toit de cet immeuble. Bon, en tout cas, on comprend qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à voir, beaucoup à découvrir, tout simplement à s'informer, apprendre sur Jérusalem. Il faut garder l'esprit large et profiter de se renseigner, de savoir ce qui se passe ici. En tout cas, bonne fête, que des bonnes choses. Merci beaucoup et à très très bientôt. À très bientôt, merci. Ciao.